Bonjour à tous, bienvenue à notre nouvelle édition du webinaire FCEI. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale en collaboration, ce webinaire est en collaboration avec Mastercard. Justement, j'ai parlé, je pense que je vais laisser un peu le temps aux gens de rentrer dans la plateforme, mais juste sur ce sujet-là qui me tient à cœur quand même, parce que j'ai l'habitude de discuter avec vous au téléphone, aux ressources d'entreprise, vos expériences avec la cybersécurité ou ceux qui se sont fait déjà hacker. Donc je suis content qu'on ait aujourd'hui des solutions, des pistes pour vous aider à améliorer la cybersécurité de votre entreprise. Donc, comment protéger votre entreprise en 2022? On va laisser les gens rentrer. Là, en ce moment, on a 74 personnes. Juste pour vous laisser savoir, si vous voyez en bas de l'écran, vous aurez le bouton Q&A. C'est là que vous allez pouvoir poser des questions. Vous avez aussi un bouton ou Q&R de votre côté si c'est en français. Vous avez aussi le bouton chat qui est la fonction chat dans laquelle vous allez pouvoir retrouver la présentation et la télécharger. La présentation est pleine de ressources. Notre invité va en discuter un peu plus tard. Vous aurez aussi l'occasion d'avoir accès aux hyperliens qui sont dans la présentation si vous la téléchargez. On a 80 personnes maintenant. La présentation sera aussi enregistrée. Alors, pour ceux qui vont devoir partir plus tôt ou ceux qui ne seront pas présents, vous allez recevoir la présentation par courriel juste après qu'on ait fini. Alors, je pense qu'on peut commencer. On va aller à la prochaine diapo. Très bien. Donc, bonjour, je m'appelle Jean-Marc Hocher, je suis le gestionnaire des départements de ressources aux entreprises ici à la FCEI. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales. Comme d'habitude, Jasmin et moi qui animons ce webinaire FCEI. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. On est très, très, très content de la voir. C'est Madame Chloé Amouyal, qui est spécialiste de produits cyber et intelligence solutions à Mastercard, qui va venir avec plein de ressources pour vous aider en fait à prévenir les problématiques au niveau de la cybersécurité. Alors, on va passer à la prochaine diapo pour voir un peu l'ordre du jour. Donc, on va parler un peu en général. Mon collègue Jasmin va couvrir, si vous voulez, la cybersécurité, les réalités des PME. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Faut pas penser que c'est une question de démographie ou c'est une question on est tous, je pense qu'on est tous vulnérables à la cybersécurité, aux attaques, aux attaques au niveau cyber. Donc, on est tous vulnérables. Donc, vous allez voir dans les statistiques que Jasmin va présenter que c'est de l'information pertinente pour tout le monde. Ensuite, Madame Amouyal va présenter, si vous voulez, les plus grands risques pour votre entreprise et ensuite les moyens de prévenir ces risques-là. Et puis, on va passer à la période de questions. Je sais que certains d'entre vous avaient déjà envoyé des questions, donc on va aussi essayer de les poser à notre invité. Sans plus tarder, je laisse la parole à mon collègue Jasmin. Vas-y, Jasmin. Merci beaucoup Jean-Marc. Et puis, c'est encore une fois, ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire qui porte sur la sécurité. On a fait un rapport sur le sujet l'an dernier. On a fait un autre sondage encore il y a quelques mois. Puis vous le voyez à l'écran, là, c'est tout près des 3/4 de propriétaires de PME qui se disent très inquiets, là, inquiets comme jamais par rapport aux cyberattaques. Évidemment, avec toutes les communications qu'on a maintenant en ligne, les transactions qu'on fait en ligne qui ont nettement augmenté durant la pandémie, c'est tout à fait normal que les propriétaires de PME comme vous soyez davantage inquiets. Un quart des entreprises, c'est quand même beaucoup, là, un quart disent qu'ils ont fait l'objet de davantage d'attaques. Donc, il y a de plus en plus d'attaques et 8% ont été victimes. Donc, ça veut dire que c'est presque une entreprise sur 10 qui a été victime d'une attaque, donc une attaque qui a fonctionné.
Puis là, ben, c'est quoi l'impact de ces attaques-là? Ben, évidemment, vous le voyez à l'écran, là, il y a des propriétaires qui ont perdu de l'argent en raison d'attaques, de cyberattaques, mais oui, il y a l'impact financier que ça peut causer, une cyberattaque, mais pensez au stress aussi. On sait qu'on a subi une attaque, ben, il faut gérer la situation, ça augmente le niveau de stress. Ça peut avoir un impact sur la réputation de l'entreprise. Ça peut avoir un impact aussi sur les relations que vous avez avec vos fournisseurs, avec vos clients. Ça peut avoir toutes sortes d'impacts. Et donc, c'est important de bien se protéger, non seulement pour limiter les risques financiers, mais aussi pour limiter tous les autres risques et tous les autres impacts qui sont associés avec des cyberattaques. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour être bien protégé? Comment on peut bien se protéger? Si on peut aller à la diapositive suivante, ben, il y a très peu de propriétaires d'entreprises qui disent qu'ils sont convaincus de savoir comment bien protéger leur entreprise. Donc, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'éducation, la formation, et le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans cette optique-là de fournir des outils pour vous permettre d'avoir des meilleures connaissances puis de comprendre un peu qu'est-ce qui peut être fait pour bien se protéger. Et 50 des propriétaires de PME, 50 des propriétaires ne savent pas par où commencer pour se protéger. Donc, nous, on veut vous aider. On veut vous aider à comprendre un peu qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui existe comme solution. Et le webinaire d'aujourd'hui, comme je le disais, s'inscrit dans cette optique-là. Alexa va partager à l'écran un sondage qu'on vous demanderait de bien vouloir répondre à l'instant, dans la mesure pour voir un peu où vous vous situez. Là. Donc, la question, c'est dans quelle mesure êtes-vous convaincu de savoir comment protéger votre entreprise. Donc, vous avez vos choix de réponse ici à l'écran. Je m'y connais un peu à peine ou pas du tout. Donc, on va voir un peu là, les participants qui sont sur le webinaire aujourd'hui, où vous vous situez au niveau de ces connaissances. Donc, ben, écoutez, 10 c'est à peu près les résultats là, que je vous présentais avant, disent s'y connaître beaucoup. Et 38 disent qu'ils s'y connaissent à peine et 32 un peu. Puis il y a presque 20 qui disent qu'ils connaissent, qui connaissent rien en termes de cybersécurité. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va être très utile pour partager de l'information et des connaissances. Et si on va à la deuxième question de sondage, Alexa, si tu peux partager la deuxième question de sondage. Ben, plutôt que d'y aller avec... Donc, plutôt que d'y aller avec une autre question, je vais tourner, je vais passer la parole à notre invité d'aujourd'hui, Chloé, qui va nous faire une présentation au fond sur certaines bonnes pratiques en matière de cybersécurité, les tendances et qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux protéger votre PME. Alors, Chloé, la parole est à vous. Merci Jasmin. Bonjour à tous. J'ai vraiment hâte de vous présenter toute cette information de cybersécurité. Je fais partie de l'équipe à Mastercard qui développe des solutions de cybersécurité. Et aujourd'hui, prochain slide s'il vous plaît.
Merci. Aujourd'hui, je vais vous présenter les façons les plus courantes que n'importe qui, ça peut être un individuel ou une entreprise ou vos employés, peut se faire pirater par des hackers et comment se protéger contre plusieurs types d'attaques. À la fin, je vais partager des ressources éducatives et des outils pour en apprendre plus et puis pour mettre en marche pour vous protéger. J'espère qu'après cette présentation, vous auriez une meilleure compréhension de comment réduire votre risque de tomber victime d'une attaque cyber. Et je pense, au moins j'espère, qu'en fait, vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Il y a des méthodes assez simples et souvent qui n'ont pas de frais additionnels pour votre entreprise pour se protéger. Je vais dire que d'habitude, je fais mon travail en anglais. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, à la fin, on aura un peu de temps pour répondre à vos questions. Donc, merci pour votre attention et pour votre patience. Alors, le prochain, s'il vous plaît. Alors, il faut... Je sais que ça a l'air assez simple et assez basique, mais je vais quand même vous dire que le risque de cyberattaque, c'est un vrai risque. Et malheureusement, c'est un risque qui est en croissance pour les petites entreprises aujourd'hui. Si vous avez de l'argent dans votre compte, si vous collectez des données personnelles, si vous avez des documents qui sont importants pour vous ou vos clients, tout ça a de la valeur pour un hacker, peu importe de la taille de vos business. Leur but, c'est vraiment de gagner de l'argent et leur stratégie, c'est d'essayer à pénétrer plusieurs systèmes, plusieurs entreprises avant de trouver pour trouver un qui est assez vulnérable pour pénétrer. Historiquement, les petites entreprises ont été des cibles faciles pour les criminels, mais ceci n'est pas forcément le cas. Si vous êtes éduqué, si vos employés sont éduqués, si vous savez comment vous protéger, vous pouvez devenir un cible beaucoup plus difficile pour les criminels et beaucoup réduire votre risque d'une cyberattaque. Alors, le prochain slide, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, on va discuter des 4 méthodes principales pour se protéger. Il y en a plus et à la fin, je vais vous montrer des ressources pour les apprendre. En premier, l'authentification, donc tout ce qui est mot de passe et accès au compte. Deuxième, mise à jour du logiciel. Après, comment identifier l'hameçonnage. Et à la fin, comment gérer le partage de fichiers et les clés USB. Prochain, merci. Alors, l'authentification, c'est comment un système vérifie que la personne qui veut avoir accès au système est vraiment la personne prévue. Donc, le possédeur du compte ou la personne qui a le droit d'avoir accès. Avoir un mot de passe fort, unique et confidentiel, c'est vraiment très important pour avoir de la bonne authentification. Je sais que ça a l'air un peu basique, mais comme vous voyez à droite ici, il y a plein de monde qui ne font pas assez attention aux mots de passe qu'ils utilisent. Là, vous voyez les mots de passe les plus courants au Canada et c'est des choses très faciles à deviner. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Testing, password one, OK, I love you. Les criminels, ils ont accès à cette liste aussi et ils ont les outils pour essayer plein de mots de passe avec un logiciel qui marche très vite. Donc, en quelques secondes, ils peuvent deviner surtout les mots de passe courants et les mots de passe simples. Un bon mot de passe doit être difficile à deviner et déchiffrer. Prochain slide, s'il vous plaît. Merci. Alors, comment créer un bon mot de passe?
et mettre en place de l'authentification efficace. Encore mieux qu'un seul mot de passe, c'est mieux de renforcer vos mots de passe en utilisant une phrase de passe ou une phrase secrète. C'est une combinaison de mots et de lettres que vous seul connaissez. Et c'est bien aussi de ne pas utiliser des détails personnels dans cette phrase. Donc, vous pouvez employer une référence à une émission, un film, un chanteur, une chanson. Tout ça, en combinaison avec des chiffres, peut rendre votre mot de passe beaucoup plus difficile à deviner et à déchiffrer. C'est aussi important d'utiliser un mot de passe unique pour chaque compte. Donc, souvent, quand votre mot de passe a été découvert par un criminel, c'est parce qu'il a été atteint par une violation de données. Donc, si vous ne réutilisez pas vos mots de passe, le criminel ne pourra pas avoir accès à vos autres comptes. Ce site internet haveibeenpwned.com cherche tous les mots de passe affectés par une violation de données connues et vous pouvez l'utiliser pour chercher vos comptes et voir s'ils ont des mots de passe qui ont été compromis. Donc, si vos mots de passe a été affecté, il faut surtout tout de suite le changer, mais c'est quand même une très bonne idée, une bonne habitude de temps en temps ou même souvent changer vos mots de passe. Donc, je veux juste être certain de bien comprendre ici, Chloé, vous dites que l'image du site que vous avez mis là, sur la diapositive, on peut rentrer son mot de passe dans ce site-là, c'est tout à fait sécuritaire et ça dit s'il a été compromis. Est-ce que c'est ça? On peut rentrer notre email et on verra que les mots de passe associés avec cet email ont été compromis ou pas. Je comprends. Et donc, de cette façon-là, on peut savoir si on a certains mots de passe qui ont été compromis, puis là, ça nous indique peut-être de les changer, c'est ça? Exactement, oui. Merci. Non, merci pour la question. C'est une bonne distinction. Alors, encore mieux qu'un seul mot de passe, c'est l'authentification à 2 facteurs. Ça vous oblige à entrer un code unique qui sera envoyé à votre appareil mobile à chaque nouvelle connexion. Ça veut dire que avoir le mot de passe seul, c'est pas assez pour avoir accès au compte. Il faut avoir le mot de passe et votre mobile. Et bien sûr, c'est beaucoup plus difficile à avoir les deux si vous êtes un criminel. Donc, quand possible, l'authentification à 2 facteurs est beaucoup plus sécurisée qu'un mot de passe seul. Le prochain, s'il vous plaît. Alors, en deuxième, on a la mise à jour du logiciel. Surtout avec des logiciels qui sont en utilisation depuis longtemps, les hackers, ils connaissent des méthodes pour exploiter ces logiciels et pénétrer le système qui les utilise. Alors, quand une vulnérabilité est découverte sur un logiciel, les créateurs sortent des correctifs, autrement dit des patchs, pour les adresser. C'est très important de mettre à jour tous vos logiciels dès qu'une nouvelle version est sortie pour mettre en place tous ces correctifs. Si vous ne le faites pas, la vulnérabilité reste active dans votre système pour être assez facilement exploitée par un hacker. En prochain. Alors, pour bien garder vos logiciels à jour, c'est une bonne idée d'activer les mises à jour automatiques quand elles sont disponibles. D'habitude, il faut entrer dans les paramètres de votre machine et trouver l'option comme vous voyez à droite là. Vous pouvez aussi choisir une personne dans votre organisation qui est uniquement responsable de la mise à jour pour tous les ordinateurs de votre entreprise. Souvent, c'est les programmes classiques comme Microsoft Office, comme Windows ou même les applications sur vos sites web qui sortent des correctifs importantes et qu'il faut mettre à jour. Il faut vraiment prendre l'habitude que lorsque vous recevez une notification pour mettre à jour le logiciel, que vous le faites immédiatement.
Alors, en prochain. Merci. Alors, troisièmement, on a l'hameçonnage, autrement dit le phishing. Beaucoup de cyberattaques commencent par un message créé par les criminels, peut-être un courriel, un appel ou même un texto, où les criminels essayent de vous faire cliquer sur un lien, télécharger quelque chose, envoyer de l'argent, partager des données personnelles. Il faut surtout ne pas cliquer sur n'importe quel lien. Une fois que vous avez été coincé dans une attaque d'hameçonnage, que vous avez partagé des détails personnels, vos systèmes peuvent être infectés par un ransomware. En français, on dit un rançongiciel. C'est un type de logiciel malveillant qui chiffre les fichiers sur une machine pour les rendre tous inutilisables. Puis les criminels exigent alors un rançon en échange d'un déchiffrement. Alors, pour combattre le rançonnage, c'est important à apprendre à voir la différence entre un vrai message, un vrai courriel et un message malveillant d'un attaqueur. En prochain, je vais vous montrer un peu comment faire attention à la différence. Et je sais qu'on reçoit tous tellement de messages tous les jours, mais malheureusement, on ne peut pas faire immédiatement confiance à tout ce qu'on voit dans notre boîte mail. Il faut vraiment rester vigilant et penser toujours que n'importe quel message peut peut-être être un message d'hameçonnage. Souvent, dans ces messages d'hameçonnage, les criminels font semblant d'être le type d'organisation avec laquelle vous travaillez souvent. Alors, par exemple, votre banque ou n'importe quelle banque, un vendeur, le gouvernement, un client, quelqu'un avec lequel vous avez un compte. Et ils font exprès pour ressembler à un vrai message. Des fois, les messages sont personnalisés avec votre nom ou le nom de votre entreprise, ou des fois, c'est un peu plus générique et vous verrez quelque chose comme cher client. Et quand vous recevez ce type de message, il faut chercher les indices qui font signe que le message soit peut-être faux. Il y a souvent des petites incohérences, comme l'adresse email ou le téléphone de l'expéditeur est un peu hors du norme ou a peut-être une faute d'orthographe ou un petit changement. Des fois, le logo de l'entreprise n'est pas correct ou est flou, ou l'adresse et les coordonnées sont un peu hors du normal. Souvent, un message d'hameçonnage dans le contenu a un sens d'urgence. Les criminels veulent que vous cliquiez tout de suite sans trop réfléchir. Des fois, les hackers font des fausses notices que vous avez été déjà piraté, ou peut-être que vous avez gagné de l'argent, que vous devez de l'argent, que vous avez perdu l'accès à un compte important. Tout ça est fait exprès pour vous faire paniquer et cliquer sans trop réfléchir. Si vous voulez investiguer un message qui a l'air d'être un message d'hameçonnage, vous pouvez appeler l'organisation en question avec un numéro que vous connaissiez déjà ou un numéro fiable. Sans nécessairement penser que tout le contenu du message est correct. Si vous pensez qu'un message est en effet un message d'hameçonnage, il faut l'effacer et vider votre boîte mail ou votre déchet directement. Et si vous avez cliqué aussi, un de vos employés a cliqué un lien inconnu ou un mauvais lien et vous avez reçu un logiciel de ransomware, vous pouvez, j'espère que vous avez déjà sauvegardé vos fichiers. Si vos fichiers sont sauvegardés, alors des fichiers que vous ne pouvez pas accéder sont beaucoup moins graves. Mais aussi, vous pouvez visiter un site web qui s'appelle nomoreransom.org.
il y aura le lien à la fin. Et cette organisation collecte les clés pour déchiffrer des ransomware connus et ça peut-être marcher pour le ransomware qui affecte votre entreprise. Donc, avant de payer les hackers, c'est toujours une bonne idée de chercher pour la clé vous-même parce que des fois, ça marche pour récupérer vos fichiers. J'ai une question, Chloé. Donc, vous avez dit que donc, si on a sauvegardé nos documents et nos fichiers dans le cloud ou sur un disque externe, ça peut nous permettre, au fond, de récupérer les données qui auraient été hackées là, sans devoir payer la rançon. C'est bien ça? Oui, c'est correct. En général, sauvegarder vos fichiers, c'est toujours une bonne idée pour plein de raisons, mais surtout dans des incidences de ransomware. C'est très efficace. Il faut juste faire très, très attention que quand vous connectez vos bons fichiers aux fichiers qui sont coincés, de ne pas partager le ransomware entre les deux machines. Et est-ce qu'on sauvegarde ces fichiers-là tous les jours ou une fois par semaine? Est-ce qu'il y a une bonne pratique là, que vous recommandez? Ça dépend vraiment du niveau de confort que vous avez. Je sais qu'avec des solutions cloud, ça peut être très automatique et les fichiers sont toujours sauvegardés. Si vous avez plein de machines et il faut le faire avec du hardware, je sais que ça peut être un peu plus compliqué. Donc, c'est vraiment votre choix, mais le plus souvent possible, c'est bien sûr le mieux. Merci. Alors, pour suivre, en dernier, le prochain slide, s'il vous plaît. Merci. En dernier, les clés USB. Les lecteurs USB peuvent être utiles pour partager des fichiers entre ordinateurs, mais ils peuvent également être utilisés pour transmettre des virus et des logiciels malveillants. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de dire où a été un lecteur ou s'il a été compromis. Donc, c'est en général beaucoup mieux d'utiliser des alternatives aux lecteurs USB, comme a dit Jasmin, le cloud sharing, le stockage en nuage ou email quand possible. Alors, pour résumer, merci. Alors, pour résumer, tout ce qu'on a appris aujourd'hui, utiliser l'authentification à 2 facteurs quand disponible. Ne réutilisez pas les mêmes mots de passe sur plusieurs sites. Utilisez des mots de passe forts ou des phrases de passe. Gardez le logiciel à jour avec les derniers correctifs pour éviter des vulnérabilités que les criminels peuvent exploiter. Envisagez des mises à jour automatiques quand disponibles. Sauvegardez régulièrement vos données au cas de ransomware. Partagez vos données dans le cloud plutôt qu'avec des lecteurs USB. Et pour prévenir l'hameçonnage, évitez de cliquer sur les liens et les pièces jointes dans les courriels. Si vous n'attendiez pas un email, vérifiez-le avec un numéro de téléphone de confiance. Ne vous laissez pas sentir pressé par un sentiment d'urgence dans un message. Et écoutez votre instinct. Si quelque chose a l'air faux, supprimez le message. Et oui. Vous pouvez continuer, Chloé. J'avais juste un commentaire à faire sur l'hameçonnage. C'est aussi, c'est pas toujours des courriels qui viennent de l'externe, par exemple. Des fois, ça peut être des courriels qui viennent de collègues au sein même de notre entreprise et on reçoit ce courriel-là. On pense que c'est notre collègue qui nous envoie ça, mais c'est aussi une tentative d'hameçonnage.
je plaide coupable. Ça m'est arrivé à moi. Je pensais qu'un de mes collègues m'envoyait un courriel, mais au fond, son adresse email avait été hackée, là, et j'avais même répondu au email en disant Salut, ça va? Puis là, ben, je me suis rendu compte après que la réponse que je recevais, c'était complètement, je veux dire, ça fonctionnait pas. Et donc, je me suis rendu compte que c'était une tentative d'hameçonnage, mais c'est venu à l'intérieur même de l'organisation. Oui, merci pour cette histoire. C'est vrai, c'est très vrai. Que n'importe quel email peut se faire attaquer et peut envoyer un autre email à n'importe qui. Alors, j'espère qu'avec cette information, je vous ai donné quand même un peu d'espoir que c'est possible de beaucoup réduire notre risque de piratage en étant vigilant et en faisant de l'éducation nous-mêmes et avec nos employés. Parce que tout ce que je vous ai en parlé aujourd'hui, c'est une question d'erreur humaine. Et ça, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que en prenant des précautions, en faisant de l'éducation, on peut beaucoup réduire notre risque de cyberattaque. Alors, je vais maintenant partager des ressources pour en apprendre plus. Aujourd'hui a été vraiment une introduction, mais il y a bien sûr beaucoup plus de méthodes d'attaque et de protection de cybersécurité, et c'est une bonne idée de les apprendre aussi. Alors, le centre de confiance de Mastercard a été... Ah, oui, Jasmin. Non, tu peux poursuivre, mais je sais qu'on a beaucoup de questions, donc tout à l'heure, on pourra répondre à certaines questions des gens qui sont avec nous aujourd'hui. OK. Alors, le centre de confiance de Mastercard a été créé pendant la pandémie parce qu'on s'est rendu compte que les cybermenaces empêchent la confiance dans le commerce digital, et surtout pour les petites entreprises qui d'habitude ont le plus besoin d'éducation en tout ce qui est cybersécurité. Alors, dans ce centre, et vous aurez le lien dans cette présentation, c'est aussi disponible sur le site web Mastercard de Canada. Vous pouvez suivre le menu et trouver le centre de confiance. Alors, dans ce site, il y a plusieurs courses d'apprentissage pour tous les niveaux, en anglais et en français. Chaque cours a une section de concepts de base, des méthodes de cyberattaque, et puis les façons et les outils pour se protéger, un peu comme aujourd'hui, mais avec plus de contenu, et surtout avec éventuellement des sujets un peu plus avancés. Alors, en prochain. Le contenu peut être en forme de podcast, vidéo, articles, etc. Et tous les matériels viennent directement de Mastercard ou de notre partenaire fiable, comme par exemple le Cyber Readiness Institute, le Global Cyber Alliance. Et tout ça sont des organisations qui bien réputées dans l'industrie. Et finalement, bien sûr, je veux beaucoup remercier la FCEI pour l'opportunité de partager cette information avec vous. L'éducation cyber est vraiment puissante pour aider les petites entreprises à réduire le risque dans le monde digital et pour faire du commerce en sécurité et en confiance. Et puis, merci à vous pour avoir assisté à la présentation. Merci à toi, Chloé. On va répondre aux questions, mais on va passer à la prochaine diapo. Je voulais juste partager quelque chose pour vous. Donc, comme Chloé l'a mentionné, on est en collaboration avec Mastercard. On travaille en ce moment sur une sorte d'académie, donc une plateforme qui va vous permettre
vous et vos employés de s'éduquer sur la cybersécurité en entreprise. Pour l'instant, on est en plein début de cette plateforme-là, donc restez à l'écoute. On vous partagera les informations une fois que ça sera prêt, mais c'est en collaboration avec Mastercard que nous travaillons sur cette plateforme. Alors, on va aller à la prochaine question. À la prochaine diapo pour commencer à poser des questions. On a reçu des questions dans le chat, puis d'autres questions qui ont été envoyées avant. Une question, on va répondre à deux questions en même temps parce qu'elles sont rentrées en même temps. C'est pour toi, Chloé. Qu'en penses-tu de l'utilisation des VPN qui sont utilisés de plus en plus au niveau des machines personnelles ou même en entreprise? Au niveau de la sécurité, qu'en penses-tu de tout ce qui est l'utilisation de VPN? Le VPN, c'est une très bonne solution. Je sais que c'est souvent, ça peut coûter de l'argent, donc c'est un frais pour l'entreprise, mais si c'est possible pour vous, c'est très efficace pour cacher votre trafic quand vous naviguez le web et pour vérifier que vos données ne sont pas partagées avec n'importe qui. Moi, en tant qu'employé de Mastercard, je ne peux pas connecter à mon ordinateur professionnel sans me connecter au VPN de l'entreprise. Donc, oui, quand possible, c'est beaucoup mieux d'avoir un VPN. Très bien, très bien. Nous avons une question. Jasmin, tu voulais aller avec les questions qu'on a reçues dans l'Excel ou... Tu peux poser la prochaine question. Je vais attendre. Il n'y a pas de problème. Une question de M. Alain Leclerc. Dans quelle mesure les entreprises qui louent des espaces de serveurs à des petites entreprises sont-ils responsables de la cybersécurité? Quand on décide de sous-traiter, en fait, si vous voulez, son espace de serveur. Alors, pour être franche, je ne suis pas l'expert de ce sujet. Alors, je veux pas vous donner la mauvaise réponse, mais d'habitude, dans des questions de cyberattaque et le partage de responsabilités doivent être dans le contrat. Donc, ça, c'est une question, je pense, à parler avec votre avocat aussi. Ouais, ben c'est sûr que le sujet est complexe. Il y a beaucoup d'éléments, hardware, logiciels, etc. Mais Monsieur Leclerc, comme Chloé a dit, je pense que ça va vraiment dépendre du contrat inter-entreprise qui a été signé et comment les responsabilités sont partagées. Donc, vas-y, Jasmin. Merci Jean-Marc. On a reçu aussi des questions à l'avance. Il y en a une ici de Marthe qui demande, quels sont les meilleurs programmes ou quels sont les meilleurs logiciels de sécurité à utiliser sur nos ordinateurs? Est-ce que vous avez des recommandations à faire pour les meilleurs logiciels de sécurité, Chloé? Alors, merci pour la question, Jasmin, parce qu'en fait, dans cette présentation, on a une liste de plusieurs vendeurs réputés de services cybersécurité. Donc, si vous passez au prochain slide, c'est soit celui-là, soit celle d'après. La prochaine diapo. Peut-être la diapo. Oui, celui-là. Ouais. Donc, voilà une liste de vendeurs réputés. Il y a aussi ça dépend vraiment du niveau de prix que vous êtes prêt à payer et puis au niveau de sécurité que vous cherchez. Mais voici une liste pour commencer votre recherche. Et qu'est-ce qui peut, donc vous dites, donc il y a une question de prix ou il y a une question de niveau de sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez dire là, qui peut aider les gens à choisir, mettons, tel logiciel versus tel autre logiciel? Est-ce qu'il y a certaines choses à garder en tête au-delà du prix, disons? Ça dépend aussi du système que vous avez déjà en place dans votre entreprise. Donc, est-ce que tout le monde a un téléphone de travail ou est-ce qu'ils utilisent leur propre téléphone personnel pour travailler? Quelle sorte d'ordinateur est-ce que vous utilisez? Est-ce que c'est des Windows? Est-ce que c'est
du Apple? Est-ce que vous avez votre propre site web? Est-ce que vous avez un système entre vous en tant qu'entreprise pour partager des fichiers? Est-ce que vous faites du commerce en ligne ou ou pas? Ce genre de choses, tout a une petite place. Ouais. Critères à prendre en compte avant de choisir le logiciel. Okay. Il y avait eu des petits commentaires par rapport à des personnes qui n'étaient pas capables de télécharger la présentation. Vous allez la recevoir après, une fois qu'on a fini de présenter, avec aussi l'enregistrement de cette présentation-là. Jasmin, tu veux y aller avec une autre question qu'on a reçue à l'avance? Certainement, certainement. Il y a Jean-François, lui, qui parle d'archivage de courriels. Donc, est-ce que il se demande comment archiver des courriels de façon sécuritaire? Est-ce que c'est juste avec le système d'exploitation de l'ordinateur comme Windows? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques à prendre pour archiver des courriels? Je vais dire que souvent, il y a une archive automatique qu'on peut mettre en place dans une boîte mail, mais encore, ça dépend du service que vous utilisez pour gérer vos mails. Donc, en vérité, j'ai pas une méthode en particulier pour partager. Mais il n'y a pas un niveau de sécurité additionnel à mettre en place pour des courriels qui sont archivés. Il n'y a pas quelque chose de différent à faire si on veut juste... Comme un filtre? Oui, exactement. Ou pour s'assurer de la sécurité des courriels une fois qu'ils sont archivés. Il y a une fois qu'ils sont archivés, en principe, il faut les effacer et puis ça y est. Mais en dehors de ça, je pense que ça fait partie des solutions de protection qu'on voit devant nous, qu'on peut rechercher. Merci. Bien. Une autre question en deux volets. Bon, la première des questions, c'est est-ce que les logiciels de gestion de mots de passe sont des choses que vous recommanderez en termes de la gestion de sécurité? Puis l'autre, il y a une application qui s'appelle Keeper. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette application-là. Donc, un membre qui posait la question si c'était recommandé. Alors, les applis de gestion de mots de passe, oui, en principe, c'est une bonne idée. Ça facilite beaucoup avoir un mot de passe unique et compliqué pour tous nos comptes. Bien sûr, il faut faire attention que l'appli est bien sécurisée. Souvent, ça veut dire que c'est une appli payante qui vous aide à gérer vos mots de passe. Keeper, je ne connais pas, mais des bonnes applis de gestion de mots de passe existent. Très bien, très bien. Une autre question. En termes de... Donc, je pense que ça, c'est plutôt dans le sens où, au niveau où on se fait pirater. Donc, il y a un membre qui nous demande, Monsieur Emmanuel, qui nous demande, quand on clique sur un site, il ne comprend pas comment un logiciel peut s'installer sur son ordinateur juste en allant sur un site web. Surtout que Windows a l'habitude généralement de demander, voulez-vous installer ce logiciel? Donc, je pense qu'il essaye de comprendre un peu comment ça marche, ce type de piratage-là. Alors, c'est une très bonne question. Souvent, le lien qu'on pense qu'on clique, ce n'est pas vraiment le lien. Déjà, ça peut être un lien d'installation qui est déguisé comme un lien de site web. Et c'est vrai que maintenant, les machines ont des sécurités en place pour nous dire quand quelque chose s'installe. Alors, on peut savoir, je vais dire souvent, un mauvais logiciel prend l'apparence d'un bon logiciel. Donc, vous
vous pensez que vous installez quelque chose et en fait, c'est un ransomware. Ou sinon, le logiciel est créé exprès pour ne pas pour se cacher dans votre ordinateur. Donc, Ok. vous ne recevez pas de notice que quelque chose s'est fait installer. Et peut-être, en fait, le logiciel peut passer même des jours et des mois dans vos systèmes à faire des petites découvertes, à trouver tous vos fichiers importants, à trouver les fichiers avec les données de vos clients. Et après un certain moment, il va sortir un peu de sa boîte et il va devenir apparent. Très bien, bon. Merci Chloé. Je pense que les logiciels que vous avez mentionnés ici là, sont peut-être les bons pour trouver ce type de logiciel qui se cache. Là. Ben, le McAfee, je pense que j'ai eu l'expérience avec ça dans le passé. Jasmin, est-ce que tu aurais une autre question? Oui, ben, il y a une question qu'on a reçue avant le webinaire de Hélène Elie qui dit comment faire quand il y a des hackers qui sont entrés dans l'ordinateur, qui prennent le contrôle du site web, qui prennent le contrôle de l'adresse courriel. Une fois qu'on est attaqué, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on ferme l'ordinateur? Est-ce que on appelle la police? Qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on sait qu'on est sous attaque? Alors, c'est une très grande question et surtout la question de payer, de ne pas payer un rançon à une criminelle, ça fait partie de la chose. Je pense qu'il faut de l'aide. Alors, soit on appelle la police, soit on appelle une organisation comme la FCEI qui vous dirige vers un consultant qui est expert dans ces choses. Mais après qu'on s'est fait pirater, je pense qu'il faut sortir de l'organisation et parler avec des experts dans le moment parce que chaque cas est unique. Mais il n'y a pas, je veux dire, des fois, on va entendre les gens dire il faut fermer immédiatement le système, tout mettre à off. Il faut, je veux dire, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui doivent être faites? Est-ce que c'est vrai ou une fois qu'on a été infecté, entre guillemets, il est trop tard, là? Ça dépend vraiment du logiciel. J'aimerais vous donner une réponse claire, mais il n'y en a pas. Il y en a pas. Et moi, si je peux ajouter aussi à votre réponse, Chloé, moi, je dirais aussi aux gens qui ont des systèmes informatiques de faire des tests avec vos employés aussi à l'occasion pour s'assurer que les employés sont capables de déceler qu'est-ce qui peut être une attaque ou qu'est-ce qui peut être légitime. Moi, je dis souvent, là, à chaque année, nous, à mon bureau, on fait un exercice de feu et l'alarme du building sonne, tout le monde sort, on doit être sorti à l'intérieur de quelques minutes, on doit se retrouver à un endroit précisément devant le building. Je pense que c'est aussi une bonne pratique à faire de faire des exercices de cyberattaque si on a les ressources pour faire ça et pour que les employés comprennent qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui doit être fait, comment reconnaître une attaque, donc des choses comme ça. Je pense que ça fait aussi partie des meilleures pratiques à mettre en place au sein des entreprises pour s'assurer que la sensibilisation soit là, puis que les gens aussi, si jamais il y avait des attaques, qu'on puisse reconnaître des courriels d'hameçonnage, par exemple, des choses comme ça. C'est un très bon point, Jasmin. Moi, je réitère toujours que ça soit la cybersécurité ou même les fraudes comme la rétrofacturation, si vous êtes des détaillants, vous savez que c'est des choses qui arrivent. La formation de vos employés est primordiale et votre formation aussi. Ça peut vraiment vous sauver des sous au niveau des pirates.
Moi, c'est toujours quelque chose que je recommande aux membres de la FCI qui nous appellent souvent après avoir été victimes de rétrofacturation ou qui ont été piratés, qui ont reçu un ransomware. Donc, une autre question au sujet des mots de passe. Donc, est-ce que les mots de passe forts qui sont sauvegardés à travers Google Chrome ou d'autres types de navigateurs comme Safari, est-ce que c'est des mots de passe, est-ce qu'on peut faire confiance au navigateur quand on décide de sauver son mot de passe là-dessus? Alors, c'est une autre bonne question. La gestion elle-même, elle est bonne. Okay. On peut l'utiliser, mais il faut faire très attention au mot de passe qu'on utilise pour connecter notre compte à la machine. Parce que si notre mot de passe de Google est découvert et on utilise Google Password Manager pour tous nos mots de passe, et ben, tous nos mots de passe sont découverts. Alors, avec les mots de passe qui sont peut-être les plus importants, qui donnent accès à tous les autres mots de passe, il faut pas les garder dans votre machine. Il faut surtout, si vous voulez vous en rappeler, les écrire dans un journal en papier avec un stylo et les garder quelque part où personne d'autre peut les trouver. Très bien, merci. Jasmin, est-ce que tu aurais une autre question? Encore une fois, une question qu'on a reçue avant le début de la présentation sur la protection des consommateurs quand les gens font des transactions en ligne là, avec une carte. Là. Donc, si on va sur un site web, on fait un achat, on met son numéro de carte de crédit, des choses comme ça. Des questions à savoir, c'est quoi le niveau de protection habituellement pour ce genre de transactions-là? Est-ce qu'on peut être en confiance lorsqu'on fait des achats en ligne comme ça? Alors, vous, en tant que possédeur du site web, le plus important pour ça, c'est vraiment la mise à jour du logiciel. Parce que les criminels, ils mettent des logiciels pour capter toute cette information en exploitant les vulnérabilités des vieux logiciels. Quand vous faites du commerce en ligne vous-même et vous partagez vos numéros de votre information de numéro de crédit, ça dépend de votre carte, mais il y a beaucoup de cartes où vous pouvez créer ce qui s'appelle un token que pour cette transaction. Donc, c'est un numéro unique qui fonctionne que pour cette transaction et si elle est perdue, ben, ça ne fonctionne plus et ça n'a pas de lien à votre carte en dehors d'une transaction. Donc oui, vous pouvez créer votre propre token avec votre carte bancaire et partager cette information au lieu du vrai numéro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé. Et toujours dans le thème là, de paiement en ligne, est-ce que c'est généralement plus sécuritaire d'offrir des solutions de paiement avec des cartes de crédit ou par exemple, à travers un système comme PayPal, où les deux s'équivaut, là? Alors je pense que ça dépend de vos clients. Les consommateurs, ils aiment avoir des options. Il y en aura qui veulent utiliser PayPal, il y en aura qui ne veulent pas. Donc, si on donne une option, ça complique les choses pour le client et le mieux, c'est d'avoir le plus d'options possible, mais tout en sécurité. Très bien, merci. Merci beaucoup. Bon, là, on a notre dernière question live qui est rentrée. Est-ce qu'il existe des plateformes de test pour tester l'hameçonnage? Je vais y arriver. Pour tester l'hameçonnage qui peut être envoyé par courriel aux employés. Est-ce qu'il existe des plateformes? Okay, très bien. Oui, ça existe. Ça peut devenir très sophistiqué, très compliqué. Encore moi, en tant que Mastercard employee, je reçois des faux mails
d'hameçonnage et l'entreprise voit qui clique et qui ne clique pas. Donc, ces services existent. Encore, je vous dirige vers la liste de fournisseurs de solutions de cybersécurité. Les fournisseurs qu'on a sur cette liste-là, il y en a à l'intérieur qui offrent ce service. Franchement, je ne suis pas sûre, okay. Mais cette liste, c'est la liste officielle que je peux partager avec vous. Bien. Mais de toute façon, oui, vas-y, Jasmin. Non, vas-y, Jean-Marc, je t'en prie. De toute façon, Chloé, on est très conscient que tu travailles avec toute une équipe de spécialistes en cybersécurité. On te bombarde de questions, c'est pas juste que tu es toute seule aujourd'hui, tu n'es pas avec tes collègues. Mais tu sais, si tu as des outils ou des ressources que tu veux partager après le webinaire, sans toi libre de le faire aussi. Mais vas-y, Jasmin. Oui, j'allais dire au fond, parce que ça revient un peu sur la question de la formation des employés. Et donc, quand on regarde au fond les données qu'on avait au début de la présentation, on parlait qu'il y a beaucoup de propriétaires d'entreprises qui se sentent des fois pas toujours bien outillés, qui ne savent pas par où commencer pour bien se protéger. Mais c'est aussi important, je pense, de s'assurer que les gens qui travaillent au sein de l'entreprise, eux aussi, aident les outils pour se protéger, que la responsabilité, ce n'est pas juste une personne qui doit l'assumer, mais c'est une responsabilité en quelque sorte collective au sein de l'entreprise pour s'assurer que tout le monde comprend un peu les menaces qui peuvent exister, tout le monde comprend un peu quelles solutions, qu'est-ce qui doit être fait pour bien flairer les menaces, puis avoir un plan là, en cas d'attaque si jamais ça arrivait. Là. Donc, c'est vraiment une responsabilité partagée au sein de l'entreprise. C'est vrai. Et en plus, il y a des services qui existent qui peuvent réduire la responsabilité et réduire le risque aussi. Très bien, alors, on est à 3 minutes de la fin. Je pense qu'on a posé toutes les questions, si je ne me trompe pas, Jasmin. Ouais. Tout à fait. On peut, je pense, peut-être juste voir si, Chloé, vous avez quelque chose à rajouter avant que tu termines le webinaire, Jean-Marc? Non, mais on a 2 questions de sondage à vous poser. Super. Juste pour pouvoir améliorer cette expérience dans le futur. Alexa, tu peux nous partager la deuxième question de sondage, très bien. Donc, comptez-vous prendre des mesures ou agir donc, comptez-vous prendre des mesures ou agir différemment en fonction de ce que vous avez appris dans ce webinaire aujourd'hui? Oui, non, je ne sais pas. Ce serait bien de savoir un peu, avoir un peu votre pouls là-dessus. Donc, on va vous donner du temps pour répondre. Très bien, donc 71% oui. Donc, merci pour le retour. On va poser une dernière question. Alexa, la dernière question. Alors, après avoir participé à ce webinaire, dans quelle mesure êtes-vous convaincu de savoir comment protéger votre entreprise contre les cyberattaques? Je m'y connais pas, je m'y connais un peu, je m'y connais à peine, je n'y connais rien. C'est pas on n'essaye pas de vous tester là. Si vous avez encore besoin d'apprentissage, c'est complètement normal, mais on va quand même vous laisser répondre à la question. Ok, je m'y connais un peu plus tôt. Donc, on a comme fait un bon job, les gars. Je pense que c'est positif. Je vous remercie beaucoup, Madame Amounial. On va passer à la dernière diapo et on va conclure, si vous voulez, le webinaire. Je vais vous inviter comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous êtes
Si vous ne savez pas quoi faire si vous savez pas comment répondre à certaines questions que vos employés vous posent ou certains défis par rapport à la gestion de votre entreprise, n'hésitez pas à nous appeler 1-833-568-2342. Vous allez pouvoir parler à un conseiller aux entreprises qui est spécialisé à répondre à ce type de questions-là. On fait de notre mieux quand il s'agit de la cybersécurité. Et donc, si on doit vous diriger vers des ressources externes, on le fera. Mais comme je dis, la règle en or, c'est de poser la question. Vous pouvez aussi envoyer un courriel et on se fera le plaisir d'y répondre aussi par courriel, donc à fci@commercialfci.ca. Je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Encore une fois, on vous attend à nos prochaines éditions. On va faire d'autres webinaires de ce type-là sur d'autres sujets dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. On va sortir un peu du cadre de la Covid. Là, c'est toujours Covid. Ben là, on va faire quelque chose d'autre. On a des petites surprises pour vous. En tout cas, passez une très bonne journée et puis on se revoit la prochaine fois. Merci, au revoir. Merci à tous.